Quel est pour vous le costume de prédilection pour le soir d'Halloween? Alors oui, je sais, Halloween c'est déjà passé, tout le monde est en mode Noël depuis le mois de novembre, mais si vous êtes un peu comme moi, alors Halloween c'est pas juste une fête qui a lieu le 31 octobre, mais c'est plutôt une ambiance, voire même un trait de personnalité, et ça vous suit toute l'année, en tout cas là-dedans. Et donc pour votre costume, allez-vous plutôt piocher dans les classiques comme vampire, pirate, fantôme ou bien sorcière, ou alors vous déguisez-vous en personnage de films d'horreur célèbres comme Jason du film Vendredi 13, Penny du film Ça, Chucky, ou encore le terrifiant costume de Jigsaw dans le film de Saw. Mon Dieu, tout ce que je déteste. Si vous avez regardé ou écouté mon tout premier épisode concernant l'effet des séries et des films sur les criminels, alors vous vous rappelez sûrement de cette phrase d'accroche que j'ai dit en tout début d'épisode. Les séries policières, ça donne des idées aux fous. Voilà, cette phrase-là. Bien que je n'aime pas employer ce terme en général, mais surtout pour décrire une certaine catégorie de population, je dois avouer que parfois ma neutralité est mise à l'épreuve quand je découvre certains faits divers. Vous l'avez compris, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un fait divers où l'auteur s'est inspiré d'un film d'horreur, et en l'occurrence son film d'horreur préféré, pour ensuite vous décrire un concept qui existe en criminologie, qui est le copycat crime et les copycat killers. Hello tout le monde, bienvenue sur Angle Mort, la chaîne qui a pour mission de vous éclairer sur les affaires criminelles qui vous captivent. Moi c'est Psychopose Zeka et je suis formée en psychologie légale, criminologie et victimologie. Si vous vous êtes déjà posé la question du pourquoi dans le true crime, alors cette chaîne est faite pour vous. Nietzsche disait, si vous regardez longtemps au fond des abysses, les abysses vont au fond de vous. Alors, prêt à plonger votre regard au fond des abysses? C'est parti. Notre affaire du jour se déroule du côté de Charleroi, en Belgique. Nous sommes le vendredi 9 novembre 2001, lorsque la police arrête un jeune homme de 24 ans qui vient d'avouer un crime de sang. Ce dernier s'est réfugié chez un ami à qui il a avoué son meurtre en premier, avant de prévenir ses parents et enfin la police. La scène de crime, elle se trouve directement dans la chambre même du tueur, et lorsque la police arrive sur les lieux, elle découvre une scène vraiment macabre. La chambre est à peine éclairée d'un gyrophare bleu, et on y découvre beaucoup de sang, et au milieu du lit, un corps. La victime est une jeune fille âgée seulement de 15 ans et elle a été poignardée à plusieurs reprises. Cette dernière repose sur le lit, les yeux fermés et semble avoir succombé à ses blessures. Et c'est glauque, très glauque comme ambiance. Après le choc de la découverte de la scène, la police perquisitionne tout objet utile pour l'enquête, dont un carnet de notes et une collection de films et de livres. Étant donné que le tueur s'est lui-même confié à la police, une autre équipe est allée le récupérer afin de l'arrêter et de l'emmener au commissariat pour l'interroger. Alors, que sait-on à propos de l'auteur? Eh bien déjà, on sait qu'il est bien connu de la victime, étant donné qu'ils étaient voisins. Lui, il s'appelle Thomas, il a 24 ans et il est décrit comme quelqu'un de solitaire, calme et timide. La victime, elle, s'appelle Amandine et elle est l'opposé de Thomas. Elle est décrite comme une jeune femme sociable, courageuse, pleine de vie, et on dit d'elle que c'est une leader née. Elle était douée à l'école, c'était une adolescente extravertie et aimait le théâtre. D'ailleurs, elle se filmait beaucoup en train de jouer la comédie avec ses amis. Elle semblait vraiment apprécier la vie, elle semblait s'amuser beaucoup, et en tout cas, c'est l'impression qu'elle donnait quand j'ai fait mes recherches. Mais qu'est-ce qui peut bien lier ces deux personnalités d'apparence si opposées? Eh bien, ce sont les films d'horreur. Apparemment, Thomas et Amandine passaient pas mal de temps ensemble à regarder des films d'horreur, à s'échanger des cassettes, des livres et à discuter autour de ce thème. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce jeune homme soit passé du calme dont son entourage a toujours connu à un crime aussi violent? Eh bien, ce fameux soir d'automne, peu avant 21h, Thomas contacte Amandine et lui demande de lui rendre ses cassettes qu'il lui avait prêtées. Ces cassettes en question, ce sont les films de Scream. Au début, la jeune femme ne souhaite pas sortir parce qu'elle est en famille, elle est avec ses parents, et puis de toute façon, elle a une sortie de prévue avec ses amis au collège. Lui insiste et il lui dit qu'il a un cadeau pour elle, pour son anniversaire qui aurait eu lieu quelques jours plus tard. Et face à l'insistance de Thomas, Amandine craque. Elle sort de chez elle, parcourt les quelques mètres qui séparent leur maison et sonne à la porte. Elle ne se doute pas une seule seconde qu'elle vient d'entrer chez son bourreau et que ce sont les derniers instants de sa vie. Par contre, lui, il a un plan en tête. Il faut savoir que Thomas est plus vieux qu'Amandine et 9 ans les séparent, et comme je l'ai déjà dit au début d'épisode, il a 24 ans ce soir-là. Mais malgré cette différence d'âge, Thomas est éperdument amoureux de sa jeune voisine et il s'est préparé à lui avouer ses sentiments. En fait, ce n'est pas la première fois que Thomas avoue ses sentiments à Amandine. Celle-ci a déjà refusé ses avances dans le passé, mais cette fois-ci, il veut tenter le tout pour le tout. Et du côté d'Amandine, elle, c'est tout à fait différent.
Elle semble être plus mature que lui. Elle est mineure et lui a 24 ans et elle sait ce que cela implique. Mais il n'y a pas que leur différence d'âge qui la repousse. Elle ne partage tout simplement pas les sentiments de Thomas et elle n'a pas le projet de vivre une relation amoureuse, en tout cas pour le moment. Amandine, elle veut s'amuser avec ses copines et d'ailleurs, elle lui dit qu'elle doit les rejoindre à une fête. Et ça, c'est le rejet de trop. L'amoureux transi se réfugie dans la salle de bain et laisse Amandine toute seule, qui est plutôt mal à l'aise de la situation. Elle aurait pu partir à ce moment-là, laisser Thomas digérer ce qui venait de se passer, parce qu'au finalement, elle est aussi impliquée dans cette histoire qu'elle n'a pas voulu. Mais elle reste. Elle reste car même si elle n'est pas amoureuse de Thomas, elle l'apprécie en tant qu'amie. Et puis il faut savoir aussi que récemment, Thomas a perdu son oncle et que celui-ci a été très bouleversé. Donc Amandine fait preuve d'empathie et reste. Et puis tout d'un coup, quelques minutes plus tard, Thomas ressort de la salle de bain et la rejoint dans la chambre, portant sur lui le costume noir et le masque blanc du personnage de Scream. Mais ce n'est pas tout, il a encore 2 couteaux de cuisine sur lui. Sur le coup, Amandine sursaute, mais elle est amusée. Elle n'a pas de raison d'avoir peur de son voisin Thomas, qu'elle connaît quand même assez bien. Et toujours sur le ton de l'amusement, elle lui demande de retirer son masque. Et Thomas, au lieu de ça, il lui tend une carte d'anniversaire où un message spécial y est inscrit. À l'intérieur de la carte se trouve une allumette éteinte et le message disait « Tu vois cette allumette ? C'est comme toi dans quelques instants. » Et là, c'est la panique. Amandine comprend enfin les intentions de son voisin. Elle prend immédiatement peur et tente de s'enfuir, mais Thomas la pousse et la fait tomber. L'attrape par la suite, brandit ses 2 couteaux et s'attaque violemment sur la victime en la poignardant une 30aine de fois. Et puis plus rien. Amandine n'avait malheureusement aucune chance de survie et elle succombera rapidement à ses blessures. Là, Thomas porte ensuite le corps de sa victime et la dépose sur son lit. Et puis il imitera une scène de film qu'il connaît très bien, Scream. Il dépose une rose rouge dans les mains de la victime et lui ferme les yeux avec ses doigts, laissant au passage des traces de sang en fermant ses paupières. Il allume ensuite le gyrophare bleu sur la table de chevet et, toujours comme dans le film apparemment, il craque une allumette pour signifier la fin du voyage de la jeune victime. Personnellement, je n'ai pas vu les films de Scream, en tout cas à part le premier, donc je ne peux pas dire si c'est vraiment une mise en scène qui est identique par rapport au film, mais en tout cas, on sait qu'il s'en inspire et c'est très dark. J'imagine même pas le temps qu'il a dû prendre pour reproduire, donc à penser à reproduire cette mise en scène, et surtout les sentiments qu'il a ruminés en lui. Après son crime, Thomas dépose ce costume et son masque dans la voiture et part se réfugier chez un ami où il avouera son meurtre. Et donc, entre-temps, les parents d'Amandine, eux, s'attendent à ce qu'elle rentre chez elle. Ils l'attendent en fait parce qu'ils doivent l'emmener à cette fête où ses amis l'attendent. Mais vous le savez maintenant, elle ne reviendra pas. Le père tente de joindre sa fille au téléphone, mais comme il n'y a pas de réponse, il va directement retrouver sa fille dans la maison où elle a été, donc je rappelle chez Thomas, et bizarrement, c'est la grand-mère de Thomas qui ouvre la porte et qui dit en fait que son petit-fils est tout simplement parti. On peut dire que Thomas fait preuve d'un sang-froid assez impressionnant et surtout qu'il a une certaine confiance en lui afin de ne pas éveiller les soupçons de sa grand-mère. La grand-mère donne donc le numéro de son petit-fils aux parents de la victime, donc aux parents de Amandine, qui lui téléphonent et lui demandent où est passée leur fille. Et là, dans le plus grand calme, Thomas répond qu'Amandine est partie rejoindre ses amis et qu'il est lui aussi chez un ami. Les parents se confondent même en excuses et attendent le retour de leur fille, ou du moins attendent d'avoir des nouvelles. Mais au fond d'eux, les parents ont un ressenti assez désagréable, ils ont l'impression que quelque chose ne tourne pas rond, mais à ce stade, personne ne peut imaginer le pire. Les parents attendent donc sagement à la maison, mais quelques minutes plus tard, ils entendent une sirène d'ambulance. Et le son de cette sirène, elle se fait de plus en plus proche, et là, le père a une intuition et il sort de la maison. Lorsqu'il est au pas de sa porte, il voit une ambulance garée justement chez leur voisin, et va demander à l'ambulancier ce qui se passe, et celui-ci dira qu'il recherche une fille agressée dans cette maison. Et là, le père comprend tout de suite. Le temps passe, et lorsque les policiers arrivent sur les lieux, ils figent la scène de crime et confirment le décès de la victime. De son côté, Thomas, après avoir avoué le meurtre d'Amandine à son ami, décide d'appeler son père pour savoir quoi faire, et c'est suite à cet appel apparemment qu'il décide de se livrer à la police, mais avant ça, il part se faire soigner dans un hôpital car il se serait blessé pendant l'attaque, et c'est là qu'il se dénonce à la police et attend d'être appréhendé. Lors de son interrogatoire, il sera confronté aux pièces à conviction que j'ai mentionnées en tout début d'épisode, à savoir son carnet, ses collections de films d'horreur et le plus récent, son costume qu'il a acheté fin du mois d'octobre. Dans son carnet se retrouvent les détails horribles de son crime, ce qui fait donc de celui-ci un acte prémédité. Et cette préméditation, il l'acceptera devant les policiers. En fait, Thomas, il avoue à peu près tout. Il leur expliquera en détail
sa situation personnelle, son amour pour Amandine, les nombreux rejets vécus auparavant et son scénario qu'il a mis en pratique. Il expliquera encore que le choix du costume n'était justement pas un hasard, et que le masque lui permettra encore de prendre une certaine distance psychologique entre lui et son acte. Il ajoutera encore que le masque lui permettait de ne pas être confronté au regard d'Amandine et que cette dernière puisse garder une dernière image de lui comme étant une personne gentille et attentionnée. Qu'elle garde donc un meilleur souvenir de lui. Et vous savez, du stade de l'interrogatoire au stade du procès, Thomas est perçu comme une personne qui ne correspond pas à l'image que l'on se fait d'un monstre et qu'il est à l'opposé du carnage qui a été retrouvé sur la scène de crime. Thomas, il est calme, poli et très introverti. On le décrit encore comme Monsieur Tout-le-Monde. En gros, il n'a pas l'attitude que l'on se ferait d'un tueur. Mais quand même, dans son discours, on remarque cette superficialité, que ce soit dans ses émotions ou alors dans l'expression de ses remords. Il ne s'excuse pas vraiment pour les parents de la victime dont leur vie a été détruite à jamais. Et il n'a pas eu de mal à décrire minutieusement les détails de son crime, donc que ce soit le scénario, son discours, la technique qu'il a utilisée pour manier les couteaux, avec un contrôle émotionnel qui a été perçu comme très déplacé. D'un point de vue personnel et psychologique, on ne sait pas grand-chose de lui, si ce n'est que c'est un jeune homme fragile avec un passé douloureux. Il a un père absent et une mère qui souffre d'addiction à l'alcool. Il a donc été recueilli par sa grand-mère de 84 ans, ce qui pourrait expliquer son complexe d'abandon et un grand besoin de se sentir aimé. Lors de son procès, Thomas répète à plusieurs reprises qu'il aimait profondément Amandine et qu'après avoir refusé à nouveau à ses avances, l'idée de la voir avec une autre personne l'écœurait et qu'il préférait la voir disparaître, que ça le soulagerait. Thomas a donc été condamné en 2003 à la réclusion criminelle à perpétuité sans circonstances atténuantes. Il a bien entendu demandé à être libéré sous condition à plusieurs reprises après avoir purgé la moitié de sa peine, parce que oui, il a le droit, mais cela lui a été refusé par le tribunal d'application des peines. Les expertises psychiatriques réalisées évoquent un risque de récidive élevé et donc il reste incarcéré et par la suite, j'imagine qu'il sera interné en hôpital psychiatrique sécurisé où il ne pourra plus jamais sortir. Cette affaire Scream me permet d'aborder avec vous un concept qui m'a toujours intéressé quand je regardais moi-même des séries policières, et c'est le concept du copycat crime et des copycat killers. Et au cas où vous ne le sauriez pas, le mot copycat est un nom anglais qui signifie copieur et qui est défini comme celui qui imite ou adopte le comportement ou les pratiques d'un autre. C'est donc un phénomène d'imitation comme nous le faisons tous finalement. Dans les perspectives théoriques, l'imitation est naturelle dans le comportement humain en général. Et le concept de la contagion sociale nous pousse encore à imiter les autres pour attirer l'attention, exprimer nos points communs avec les autres ou intégrer un comportement socialement valorisé. Et parfois, il suffit d'une toute petite adaptation ou d'une toute petite nouveauté dans le comportement qu'on imite pour créer une nouvelle contagion et donc une autre imitation. Ce phénomène d'imitation peut prendre différentes formes que l'on va voir par la suite et elle peut s'exprimer dans des univers différents, dont le crime en ce qui nous concerne aujourd'hui, et c'est ce qu'on appelle le copycat crime. Et dans ce registre criminel, le copycat crime renvoie donc à un acte criminel qui s'inspire d'un crime antérieur qui a été rapporté dans les médias ou publié dans la fiction. Si vous n'avez jamais entendu parler du copycat crime, sachez qu'il est assez répandu dans le monde de la criminologie, mais surtout aux États-Unis et aussi dans le monde du true crime. Les premières références au phénomène de copie sont apparues déjà dans les années 1800 et c'est Gabriel Tarde qui a été le premier à proposer une théorie sur la criminalité imitatrice au début des années 1900 en inventant le terme agression suggesto-imitative pour décrire son observation selon laquelle les crimes violents sensationnels semblent déclencher des incidents similaires. Une question qu'on peut se poser alors, c'est qu'est-ce qu'on imite dans le copycat crime ? D'après le professeur Surette, qui enseigne la criminologie à l'Université de Floride, peu de crimes imitateurs, donc les copycat crimes, sont des répliques exactes de l'événement qui les a inspirés. Au lieu de cela, l'imitateur reprend et copie certains éléments comme la motivation, les techniques ou le cadre du crime original. L'imitateur ou l'imitatrice peut donc chercher à reproduire le modèle ou les intentions ou les résultats d'un crime comme la célébrité, la richesse, la reconnaissance, les connaissances ou alors le tout à la fois. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'à un moment donné, l'auteur-imitateur va dévier du modèle original et adopter ses propres comportements, ses motivations, ses techniques pour faire de son crime un crime unique. Et ce que je veux dire encore par là, c'est que si l'imitateur réitère suffisamment ses crimes, va commencer à trouver son propre mode opératoire, ses propres techniques, ses propres motivations et pourquoi pas des résultats inattendus qui lui plaisent, surtout si la médiatisation est un de ses objectifs. Et dans la pratique, comment est-ce que les enquêteurs savent s'ils ont affaire à un copycat crime ?
Eh bien, sur le terrain, identifier un copycat crime n'est pas aussi simple qu'on pourrait nous le faire croire dans les séries. Déjà, il faut savoir qu'apparemment, il n'existe pas énormément de crimes copiés dans son entièreté, puisque les copycat killers finissent par adopter leur propre modèle. Et cette tendance est encore plus restreinte chez nous en Europe. Et si vous me suivez assez longtemps sur les réseaux sociaux, vous savez que quand je dis qu'il y a peu de cas rapportés, ça veut dire qu'il y a peu d'études pour approfondir nos connaissances sur le sujet. D'après les criminologues qui ont étudié le sujet, il arrive aussi qu'une affaire criminelle soit identifiée à tort comme un crime d'imitation, alors qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Parfois, les crimes copiés étaient commis par la même personne, et parfois l'attention portée par les médias à un certain type de crime donne l'impression qu'il y a une vague de copieurs, alors qu'il ne s'agit en réalité que d'une augmentation de la couverture médiatique. Donc vous voyez qu'il existe pas mal de données qui peuvent varier d'une affaire à une autre et qu'il n'est pas aussi simple d'identifier un copycat crime. En fait, la seule façon de vraiment déterminer si un crime est un crime d'imitation, c'est d'attraper le criminel et de découvrir le pourquoi et le comment du crime. Et même dans ce cas, il faut parfois se méfier de la véracité des faits des auteurs. Et si vous travaillez avec une population de criminels ou si vous avez fait vos stages avec des délinquants, vous savez peut-être de quoi je parle. Maintenant, vous savez que le copycat crime est un phénomène moins répandu qu'on ne le pense et qu'il y a encore quelques zones d'ombre qui nous questionnent sur le sujet, mais je peux quand même vous donner des éléments de réponse d'après les informations que j'ai recueillies sur qui sont les copycat killers. Encore, d'après le professeur Surette, les criminels les plus susceptibles de copier un crime sont ceux chez qui il y a déjà un parcours criminel préexistant ou alors chez les personnes qui présentent un risque de passage à l'acte violent. Et quand je dis risque de passage à l'acte, ne pensez pas directement aux personnes qui consomment trop de contenu jugé violent comme les films ou plus répandu les jeux vidéo, parce que si la réponse au copycat crime est aussi simple que ça, eh bien on aurait beaucoup de soucis à se faire. Et personnellement, vous et moi qui sommes des fidèles auditeurs de True Crime, et c'est justement ce que les chercheurs expriment en disant, et là je parle plus pour les États-Unis, qu'il existe bien de plus en plus de preuves suggérant que la délinquance par copie, c'est un phénomène bien réel et qu'il est exacerbé par le rôle central joué par les médias et la culture populaire, en particulier dans la vie des jeunes. Et d'ailleurs, nous sommes tous influencés d'une certaine mesure par la culture populaire, mais les chercheurs pensent aussi que l'imitation, c'est un processus trop simpliste pour comprendre pleinement le crime de copie. Pour eux, l'ampleur virtuelle de la criminalité et de la violence dans les médias a le potentiel d'accroître l'effet d'imitation, non pas à cause de la violence en elle-même, mais en raison de la glorification des crimes extrêmement violents et du passage selon lequel commettre la violence est une voie vers la gloire et la notoriété. Bon, là, je vous apprends rien par rapport au rôle des médias et à l'impact dans l'esprit collectif. Preuve en est notre intérêt grandissant de plus en plus pour le true crime. Et encore, j'ai l'impression que maintenant, la tendance commence à s'inverser, ou en tout cas, les choses sont de plus en plus nuancées. Toujours d'après les criminologues, les images peuvent en effet faire basculer un délinquant potentiel ou donner des idées sur la façon de commettre un crime, mais à quelqu'un qui avait déjà de toute façon l'intention de commettre un crime. Les facteurs individuels, environnementaux, situationnels et liés aux médias interagissent aussi de manière unique pour influencer la décision d'un individu ou d'un groupe d'individus d'imiter ou non le comportement criminel qu'ils voient dans les médias et dans la culture populaire. Il est encore essentiel de prendre en compte d'autres facteurs criminogènes pour expliquer ce phénomène au niveau individuel, tels que le développement émotionnel, la personnalité et ou l'état mental, le schéma cognitif, les interactions sociales, s'il y a une utilisation ou l'abus de facilitateurs, donc comprenez drogue, alcool ou même la pornographie, des antécédents de violence et ou de dysfonctionnement familial, mais aussi l'isolement. Tous ces facteurs augmentent ou diminuent la probabilité de la violence par imitation et ou influencent un individu qui se connecte psychologiquement à une source de médias en particulier. Enfin, selon les auteurs, l'effet de copie peut être mieux compris dans un continuum d'influence. À une extrémité du continuum, on retrouve les influences médiatiques et culturelles populaires, mais qui jouent peut-être un rôle mineur dans le comportement criminel. Et à l'autre extrémité du continuum se trouvent les individus qui peuvent souffrir de troubles psychopathologiques graves et qui ont vécu une perte de frontière entre le fantasme et la réalité, ce qui devient un déclencheur majeur d'un comportement criminel. À cette extrémité du continuum peuvent se trouver des individus isolés, accros aux médias, souffrant de troubles de la personnalité, pour qui l'imagerie de la culture pop joue un rôle essentiel dans la formation de fantasmes violents et du comportement criminel qui en résulte. Les cas dans lesquels un délinquant cherche à devenir à la fois célébré et célèbre sont un exemple de l'extrême du continuum de l'influence des médias sur le comportement criminel. Et pour terminer, pour avoir une représentation chiffrée approximativement du phénomène de copycat crime, aux États-Unis bien sûr, Surette a interrogé en 2002
68 délinquants juvéniles graves et violents incarcérés et a constaté que 26% d'entre eux ont indiqué avoir commis un crime dont ils avaient vu ou entendu parler dans les médias. Et Peterson, en 2002, a comparé les homicides commis entre 1990 et 1994, ce qui correspond à 9 442 cas environ, et a constaté que le nombre d'homicides était significativement plus élevé dans les 2 semaines à la suite d'une forte couverture médiatique de faits divers. Et c'est ainsi que s'achève notre épisode du jour. Si le sujet vous a intéressé et que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, c'est que ma mission a été remplie et qu'il est temps pour nous de se dire au revoir. Et oui les amis, je sais que le temps passe très vite lorsqu'on est passionné, mais ne vous en faites pas, on se revoit très vite dans un prochain épisode. D'ailleurs, pour le prochain épisode, je vais vous faire attendre un petit peu plus longtemps que promis, car je serai malheureusement absente pour cette fin d'année. Et la vidéo sortira donc à mon retour début janvier 2024. Et je profite de ce moment pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et une excellente année 2024. Je vous souhaite d'avoir une bonne santé physique et surtout mentale, et je vous souhaite également de pouvoir réaliser vos plus grands rêves en 2024, ou en tout cas de commencer un peu comme moi avec cette chaîne. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas d'extraire votre regard du fond des abysses. C'était Psychopos DK. Ciao!